Bonsoir à tous. Depuis un an, l'Ukraine a basculé dans l'horreur de la guerre. Et pourtant, le courage et la résistance du peuple ukrainien restent intacts et impressionnent l'Europe. On en avait parlé ici sur notre antenne. Il y a eu dès les premiers jours cet immense élan de générosité pour soutenir les Ukrainiens réfugiés, mais aussi dans leur pays. Un an plus tard, quelles aides continuent à parvenir aux églises sur place? Comment sont-elles mobilisées alors que les besoins sont immenses? On va en parler avec notre invité, le père Sviatoslav Oretski, prêtre gréco-catholique ukrainien qui organise des convois humanitaires pour son pays. Mais tout d'abord, quelques repères. L'Ukraine est située en Europe orientale. Elle est bordée par la Biélorussie, la Russie, la Moldavie, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne. Elle compte environ 41 millions d'habitants, sa capitale est Kiev. Sur le plan religieux, il y a autour de 65% d'orthodoxes, 9% de catholiques, près de 2% de protestants, 1,1% de musulmans, 7% de chrétiens culturels mais qui ne sont affiliés à aucune église et 16,2% de sans religion. L'église gréco-catholique, qui est de rite byzantin, est unie à Rome depuis le XVIe siècle. Elle compte aujourd'hui 4 à 5 millions de fidèles, essentiellement présents dans l'ouest de l'Ukraine. Je retrouve notre invité. Père Oretski, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette émission. Alors, quelques mots pour faire connaissance. Vous êtes originaire de la ville de Zhytomyr. Vous vivez en France depuis 10 ans. Vous êtes marié, votre femme est française. Vous êtes père de 3 enfants. Alors, vous appartenez à l'éparchie de Saint-Volodymyr le Grand de Paris pour les Ukrainiens de France, de Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg et de Suisse. Depuis 2021, vous êtes administrateur des centres pastoraux gréco-catholiques ukrainiens de Genève et Lausanne. Et puis, à côté de ça, vous avez aussi un service auprès de 6 paroisses latines comme prêtre auxiliaire au sein de l'unité pastorale de la Sémaz et Eaux-Vives-Champel. C'est correct. Alors Père, voilà, on va évidemment parler avec vous de ce qui se passe, de ce que vous faites, votre travail au service des Ukrainiens, puisque vous êtes mobilisé avec votre femme et le soutien paroissien, et ça depuis le début de la guerre, avec l'envoi de colis humanitaires. Et vous avez rejoint en décembre l'association Ukraine is Europe. Vous étiez en Ukraine mi-janvier, vous allez nous raconter bien sûr, mais peut-être une première question, voilà, à la veille de ces 1 an de guerre, est-ce que vous avez été surpris par le courage, par la résilience des Ukrainiens? Disons, l'histoire nous montre que on a toujours été envoyé par un ou l'autre pays ou pays voisins. Et je pense que cette résistance a déjà existé depuis longtemps dans nos veines. C'est pour ça que je n'étais pas étonné, franchement, que l'Ukraine est réunie pour porter cette résistance contre le malheur du côté russe. Alors, on en revient à ce séjour où vous êtes rendu il y a quelques semaines en Ukraine, dans l'Ouest, à Lviv. Dans quel état d'esprit vous avez trouvé les Ukrainiens? Vous le disiez, ils sont unis, il y a une résistance. Oui. 1 an après, ils ont toujours cette même force, cette même détermination? Oui, et c'est étonnant. Quand je suis rentré dans la ville de Lviv, j'étais frappé par le sens qu'il n'y avait pas d'électricité. Et on est venu, c'était déjà le soir, et toutes les rues se mettaient sans éclairage, avec des voitures et des gens qui traversaient les rues avec leurs portables pour montrer qu'ils ont un passage. Et aussi, dans le centre de la ville, ce bruit des générateurs qui marchaient sans arrêt pour essayer de donner l'électricité pour petits des cafés ou restaurants
pour montrer aussi aux gens, même pour ceux qui sont venus en passage, que la vie est continue. Même on a ces soucis, mais les gens, ils ont appris à vivre avec ces soucis. C'est vrai, d'autre côté, nous voyons cette fatigue des gens et chacun voudrait que ça s'arrête. Mais nous comprenons qu'on n'a pas le choix, juste continuer de tenir contre cette invasion. Parce que ce n'est pas que l'invasion simple, c'est juste l'idée d'effacer la nation complètement dans l'histoire, si vous voulez. Alors, vous allez nous raconter, effectivement, pourquoi, tout d'abord, vous vous êtes mobilisé. C'était une évidence au début de la guerre? En tant qu'Ukrainien, peut-être, et aussi en tant que quelqu'un qui a toute sa famille à l'Ukraine. Oui, vos parents sont toujours là-bas? Mes parents, ma sœur avec sa famille. On n'a pas pu rester avec les bras croisés. On se dit tout de suite, il faut qu'on fasse quelque chose. Et au début, c'était difficile de comprendre quelle logistique il faut faire pour avoir l'aide et quelle aide. Et petit à petit, on a compris, on a commencé avec des vêtements, avec des choses hygiéniques. Il faut dire que c'était l'hiver. Et il fallait trouver les couvertures, les chauffants à gaz pour essayer de donner les moyens minimums pour ces gens-là, avec la nourriture. Vous avez été aidé par les paroissiens? Bien sûr, nos paroissiens, ils sont très mobilisés autour de nos collectes qu'on fait jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Et en triant, emballer tous ces colis et aussi pour les poser, pour marquer, parce que avec nos adresses, on a refait différentes couleurs pour savoir où va et dans quelle région ou quel hôpital. Voilà. Pour la traçabilité aussi des colis. Et justement, alors on va voir comment le matériel, certaines choses que vous envoyez, parvient sur place en Ukraine avec ce message de Sœur Marie de l'Enfant Jésus, religieuse à Ternopol. Entonces, ми є в Тернополі і хочемо дякувати за генератор, який отримали недавно для нашого будинку милосердя. В будиночку милосердя ми опікуємося одинокими жінками, самотніми і старшими людьми. І дійсно зараз через війну було велике переживання, що ми переживали за тепло. Так що дякуємо за генератор. Voilà, Sœur Marie qui a reçu des générateurs que vous avez envoyés. C'est une manière aussi pour vous de savoir si le matériel arrive bien, c'est-à-dire que les destinataires vous envoient des vidéos aussi? Oui, chaque fois on a cette réception des vidéos, des photos, que tous nos colis sont bien été reçus par nos demandes. Et aussi, depuis qu'on a commencé à travailler avec l'association Ukraine Europe, on a élargi quelque part nos possibilités parce qu'on a plusieurs pôles et qui travaillent avec différents domaines. Moi, avec ma femme, nous travaillons avec le pôle qui est à partir de médicaments. L'envoi de médicaments. Oui, mais ici, sur cette vidéo, vous avez entendu le voix un monsieur qui est vice-président de cette association, qui a fait déjà plusieurs voyages en Ukraine lui-même, avec les autres bénévoles qui ont amené, soit c'est des camionnettes, soit c'est des pick-up. Et le pick-up que vous avez vu tout à l'heure, il était pour Caritas à Donetsk, pour aller récupérer les corps morts, pour les ramener vers leur famille, pour les enterrer. Vous avez fait parvenir ce véhicule pour ça. Oui, celle-ci d'où ce générateur était sorti, ce Jeep, on s'appelle Jeep. Ce pick-up, il a déjà
à l'est de l'Ukraine pour le Caritas. Donc ce qu'on comprend, c'est que votre aide, elle est très diversifiée. Oui. Vous le disiez, hein, vous êtes maintenant rattaché à l'association Ukraine is Europe, parce qu'avant cela, vous travaillez avec les paroissiens. Avec les paroissiens, avec les différents mêmes pays, parce qu'il y a des bénévoles dans tous les pays aussi qui rentrent. Mais le siège est à Strasbourg. Et alors, dites-nous, en gros, comment ça fonctionne entre voilà, ce que vous prévoyez d'envoyer et puis les besoins sur place. Est-ce que vous répondez à des demandes? C'est comme ça que ça marche? Oui, peut-être il faut que je commence de ce fait que comment on a commencé. C'est notre évêque Glip que vous allez voir dans quelques jours ici à Plateau, Loncina, oui. C'est lui qui nous a téléphoné en disant qu'il a des besoins à l'hôpital à Bucha. Et si vous pouvez nous aider. Et comme ça, on a commencé de chercher les médicaments précis avec tout ce qu'il faut, disons, pour préparer ces colis. Et malheureusement, quand on a envoyé déjà ces cartons, le Boutcha a été déjà envahi par les Russes. C'est pour ça que ça s'était donné dans notre hôpital. Mais quand même, du ce moment, on a déjà trouvé quelques bénévoles sur place. À qui on a confiance. Et même aujourd'hui, on a déjà créé un réseau. C'est un réseau d'églises, voilà. Ce sont des contacts d'églises avec pas forcément, pas forcément, oui. On a des réseaux avec l'église grecque-catholique par nos aumôniers militaires qui sont prêtres avec qui j'ai étudié. Parmi eux, c'est Père Rostislav Vesuchan. Et aussi, il y a des laïcs bénévoles qui sont engagés. Par exemple, un de nos grands amis, il est pompier. Dans une des régions du nord de l'Ukraine et qui fait des voyages une fois par semaine pour acheminer nos cartons jusqu'à la ligne de bataille. Dernière question pratique, vous avez combien d'envois? C'est quoi la fréquence de vos convois? Oui, aujourd'hui, il faut être réaliste que l'aide est beaucoup diminué. Oui, il y a moins de mobilisation. Mais quand même, on essaye d'organiser des ventes de gâteaux sur les paroisses catholiques romaines, surtout en Suisse, où on organise des repas ukrainiens pour essayer de récupérer des fonds. Et avec ça, on achète ce qu'on a, tout ce qu'on a demandé à envoyer. Et c'est un envoi tous les mois à peu près? On essaye peut-être une fois par 2 semaines, D'accord, c'est assez fréquent. 3 semaines, ouais. Alors, vous le disiez, hein, la mobilisation, elle est large. Il y a des églises, il y a d'autres personnes engagées. Et ce qu'on comprend bien, c'est que partout en Ukraine, les communautés chrétiennes, elles sont au service des populations qui souffrent de la guerre. On va entendre le père Vitaly Novak, qui est prêtre vincentien. Il s'était engagé dès les premiers temps de la guerre. Il nous avait expliqué quelle était la mobilisation. Il nous donne de ses nouvelles. I am happy to stand here and to thank all of you. Because if Ami and many of us today are standing here, it means that you stand with us, that you continue to stand with us and support us. Because knowing and experiencing the war against us during 1 year, we as well began to value a lot of things. First of all, we start to value every life, every human life, because thousands of us are killed. Are killed because of another value of freedom, value of independence, life, freedom, and dignity life on our land that God gave us. Voilà une réaction, Père, peut-être sur ce que vous venez d'entendre. Oui, je suis réuni dans tous ces remerciements que Père Vital il a dit tout à l'heure, parce que sans tout bénévole, tout le monde, partout au monde entier,
on n'a pas pu avoir cette résistance si vivante. Sans C'est l'aide. important de tenir, même aujourd'hui on parle par rapport à l'aide humanitaire, mais aussi il faut dire que l'Église, d'abord c'est la prière, c'est le soutien spirituel. Et les gens là-bas, ils sont cette présence de prière pour eux, pour leur jour au combat, pour leur jour dans les catacombes, dans les maisons qui sont détruites presque complètement. Vous percevez cette importance de la prière là? Bien sûr, oui. C'est important de continuer. C'est vrai que c'est aujourd'hui, comme chaque guerre, elle est plutôt être résoudre par des États, par des nations. Mais nous, en tant que chrétiens, nous prions et demandons que ça soit arrêté le plus vite possible. Alors, il y a ce souhait, il y a effectivement cette prière pour la paix, mais alors, outre cette dimension-là, il y a quand même beaucoup d'Ukrainiens, et la plupart aujourd'hui, qui demandent des armes pour mettre fin à cette guerre. Alors, c'est ce que nous explique Konstantin Sigov, qui est philosophe ukrainien, directeur également du Centre européen de recherche en sciences humaines de l'Université de Kiev. On l'écoute. Je pense qu'il est nécessaire d'envoyer plus d'armes parce que c'est en fait la seule chose qui attend les personnes en chair et en os qui veulent défendre la liberté en Europe. On n'attend pas l'envoi de soldats français, mais on attend au maximum le matériel pour que précisément pouvoir au plus vite possible arrêter cette guerre, et c'est uniquement par les armes que nous pouvons faire reculer l'agresseur et libérer le pays souverain en Europe. Père, voilà une réaction, vous, en tant que prêtre, que pasteur, face à vos fidèles qui ont peut-être ces mêmes souhaits. Qu'est-ce que vous dites? Je peux peut-être dire une chose, que Deuxième Guerre mondiale, Hitler avec les nazis, ils ont été arrêtés par les armes. Et c'est pas surtout la question qu'on peut éviter. Mais de l'autre côté, en tant que prêtre, j'invite à chacun d'essayer de tenir dans nos pensées cette guerre, parce que les prières, elles changent la mentalité, elles changent des choses, il fait des choses imprévues vers le bon sens. Et ce soutien justement par la prière face aux horreurs liées aux armes, eh bien, on va écouter justement le témoignage de frère Ruslan Mikhalkiv. Il est recteur du séminaire catholique romain de Vorzel, qui est situé près de Boutcha et Irpin, ville martyre, on s'en souvient. Many people till now that continue to die every day, and that's why so many people they have apparently they have just reason to be angry, and this anger it's often leads them to hate, and it's very destructive emotion. It's very dangerous also. It's very difficult to say to soldiers because sometimes they're coming back, they stay for a week, 2 weeks here, and they're coming back to defend in the first line of war. When they see the death of their co-soldiers, their brother, they call them brothers. And this is a difficulty. But I think it's the goodness in itself, it's something which we like, we recognize with our hearts. Voilà, et ce que vous disiez, Père, cette prière, cette importance de la prière qui travaille les cœurs. Et on va parler, bien sûr, aussi d'espérance avec vous, notamment avec ces gestes de fraternité. Il y a celui de 4 évêques belges qui sont ces jours-ci en Ukraine. En septembre, c'était des évêques de France. Est-ce que c'est important, ce type de démarche? Oui, c'est très important parce que par cette démarche, nous voyons que le monde entier, le monde européen,
et il a compris ce qui se passe. Parce qu'en réalité, notre guerre commençait en 2014. Mais juste cette grande invasion, elle a commencé il y a 1 an. Ce sera demain. Et c'est pour ça c'est important que les communautés européennes, ils ont compris quelle est la réalité, où est la vérité. Et la présence des chefs excuse-moi pour le mot chef, des évêques qui représentent l'Église catholique, l'Église mondiale, qui sont présents à Kiev avec nos évêques ukrainiens, ça nous montre cette solidarité parmi tous les chrétiens du monde, autant que l'Église catholique mondiale. Voilà. Alors demain, 24 février, aura lieu une journée de jeûne et de prière, d'aumône également pour l'Ukraine, à laquelle a appelé Monseigneur Shevchuk, qui est le primat de l'Église gréco-catholique ukrainienne. Une journée en communion avec toutes les éparchies, tous les exarchats aussi de l'Église gréco-catholique ukrainienne à travers le monde. Ça aussi, c'est une démarche importante, cette journée de demain. Oui, même on a prévu avec les communautés ukrainiennes de se rassembler ensemble à la place de l'ONU, l'Organisation des Nations à Genève. Et ça va montrer aussi aux gens que la guerre continue. Il faut qu'on continue d'être solidaires avec l'Ukraine et avec les Ukrainiens et essayer d'arrêter cette invasion et ce mal qui disperse un peu dans différents côtés. Voilà, et cette solidarité de l'Église universelle aussi, le pape qui a à nouveau, ça c'était le 22 février, dénoncé une guerre absurde et cruelle, appelant une nouvelle fois à la paix. Peut-être un mot, Père, pour terminer, une prière à partager à nos téléspectateurs. Oui, que notre prière ensemble soit présent partout, surtout dans ce jour, pour l'Ukraine et pour nous tous. Et de mon côté, que Dieu bénisse tous les gens qui nous soutiennent, nous en tant que pays, nous en tant que chrétiens, nous en tant que nation, qui accueille, qui donne la nourriture, qui partage ses fonds, qui ne regarde pas sur ni visage ni comportement. Un grand merci pour tous nos bénévoles et pour Paroisse Latine à Sema et ailleurs, à Genève, Lausanne, pour ce qu'ils ont déjà fait et ce qu'ils sont continués à faire aussi. Merci beaucoup, Père Orietsky. Et je précise pour ceux qui souhaiteraient soutenir l'association Ukraine is Europe, l'adresse s'affiche sur vos écrans. Voilà, on poursuit avec quelques autres informations. Les évêques du Nigeria appellent à des élections transparentes. Alors qu'environ 94 millions d'électeurs doivent élire le 25 février le successeur du président Muhammadu Buhari, l'épiscopat appelle à voter en masse pour des dirigeants craignant Dieu, honnêtes, dynamiques et transparents. La commission chargée du scrutin est quant à elle appelée à être transparente, honnête et irréprochable. Le 20 février, dans la soirée, de nouveaux séismes ont frappé le sud de la Turquie, dans la province de Hatay, et le nord de la Syrie, d'une magnitude de 6,4. Dans la nuit, 90 répliques se sont ensuite succédées. Ces répliques interviennent 2 semaines après le tremblement de terre meurtrier qui a fait plus de 45 000 morts dans les 2 pays. Et on termine avec la chronique du monde. Et on retrouve tout de suite le père Tantelli Odilon, Andriama Mongini-Rina, responsable de la télévision catholique diocésaine à Tamatave. Bonjour à tous.
Nous savons que la mission évangélisatrice de l'Église ne se limite pas seulement dans les domaines spirituels, mais consiste à développer l'homme dans son intégralité. C'est dans cette optique que l'archidiocèse de Thomasen, par l'intermédiaire de l'organe de développement des diocèses de Thomasen, conçoit et réalise divers projets de développement qui ciblent particulièrement à promouvoir le progrès et le développement des milieux ruraux. Parmi ces projets figure le programme de formation des jeunes issus des milieux ruraux dans les domaines de l'agriculture et de la préservation de l'environnement. Conscient de la nécessité de ce genre de projet, l'archidiocèse de Thomasen a œuvré pour la réouverture du centre de formation rurale et agricole à Tambour, dans le district de Vatmar, dans la partie sud de notre circonscription ecclésiastique. Ce centre va accueillir 30 jeunes par promotion pour recevoir la formation de base en agriculture, en marketing, en civisme et sans oublier l'éducation à la vie et à l'amour. La cérémonie de réouverture de ce centre, qui a eu lieu le 27 janvier 2023, a débuté par la célébration eucharistique présidée par notre archevêque, le cardinal Désiré Tsarahasen, honoré par la présence de diverses figures de l'État malgache et sans oublier les nombreux chrétiens laïcs qui ont grandement contribué dans diverses tâches préparatoires relatives à cet événement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Il me reste à vous souhaiter une très bonne semaine et je vous dis à jeudi.